aujourd'hui, avec nous, on a la chance d'avoir Zoé du réseau Action Climat. Et c'est Zoé, tu peux mettre ta caméra voilà, pour dire bonjour à tout le monde. Et aussi Silène de Alternativa qui nous parlera un peu plus d'expériences concrètes. Et on a aussi deux collectifs, donc le collectif Tavignanou qui est représenté par Catherine, Pascal et Alexis, donc, qui luttent contre un centre d'enfouissement de déchets sur le fleuve Tavignanou, et donc on vous en parlera un petit peu mieux juste après. Et aussi Nicolas du collectif de Alternativa Rony, qui se bat contre l'extension du centre commercial Rony 2. Du coup, sans plus attendre, alors voilà, ce qu'on va vous présenter un peu aujourd'hui, alors ça peut paraître un petit peu barbare comme ça, ce plan ou scolaire, mais on a trouvé ça intéressant d'être dans une logique de se dire, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on a sur l'artificialisation des sols et comment on peut s'en servir, en faire un vrai outil de lutte, c'est-à-dire en fait aller prendre ce fond, prendre ces chiffres, ces connaissances qu'on a, nous, hyper techniques, souvent des projets contre lesquels on se bat, pour en faire des discours qui peuvent gagner au niveau politique ou en tout cas être transmis à des échelons de pouvoir qui ne sont pas directement à notre portée. Et ensuite, du coup, Zoé va nous expliquer un peu comment on construit cet argumentaire-là autour du fond qu'on a. Et enfin, Silène va nous montrer un exemple concret de comment ça se passe sur le terrain, un plaidoyer. Et enfin, voilà, les deux collectifs que nous avons invités aujourd'hui vont nous parler un petit peu plus de leur expérience de plaidoyer et de comment ça a pu se dérouler parfois. Mais tout de suite, pour commencer, je vais vous présenter assez rapidement le contexte. Donc, le plaidoyer, c'est vraiment l'action à la base de porter un discours pour défendre. Et on parle aujourd'hui beaucoup de plaidoyer sur nos collectifs ou dans les assos, en parlant de plaidoyer auprès d'instances de pouvoir ou évidemment de personnes qui pourraient porter ce discours-là dans ces instances. Et on en parle encore plus en ce moment avec le contexte législatif. Sur l'artificialisation, voilà, vous avez un petit schéma là qui dit un peu ce que c'est un sol artificialisé. En gros, c'est vraiment l'altération des fonctions du sol, c'est-à-dire de la capacité notamment de sa biodiversité, mais aussi de la capacité à faire des cultures, mais aussi de toute vie qu'il y aurait dans ce sol-là. On voit que les surfaces artificialisées, aujourd'hui, c'est environ 10% des surfaces sur le territoire. En gros, on voit bien que c'est toujours les mêmes communes qui artificialisent le plus. Et à droite, là, vous avez un peu la répartition en termes de consommation par les différentes communes en France. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on artificialise, je crois que c'est toutes les 5 minutes ou 6 minutes, peut-être que région Azoé, c'est à l'exemple exact, mais c'est un terrain de foot qui est artificialisé en France. Donc on a un rythme qui est croissant et on a pu voir qu'il y avait eu différents essais de régularisation, de réguler pardon, cette artificialisation, et notamment le fameux essai de la loi climat qui a enfin mis dans le code de l'urbanisme l'objectif de zéro artificialisation nette des sols. Alors, le problème de l'artificialisation nette, c'est que ça fait rentrer la notion de compensation, donc c'est un outil déjà qui est imparfait, et cet objectif-là, il est à l'horizon 2050, donc un horizon super éloigné, alors que la plupart en fait, des instances recommandent en fait un horizon beaucoup plus court qui serait de l'ordre de 2030. Et du coup, voilà, on a ce problème-là, et pour autant, on a un gouvernement qui annonce qu'il a prévu de respecter cet objectif de zéro artificialisation nette des sols, c'est-à-dire de faire baisser drastiquement notre consommation de sol. De la même manière, on a un objectif de neutralité carbone qui vise à faire baisser drastiquement nos émissions de carbone, et pareillement, on a un problème avec ce discours-là. Donc, ça va être là un rapide écart sur le fond. Nous, on a sorti une étude assez récemment avec Terre de But qui s'appelle Projet local impact global. L'idée, c'était vraiment, en tout cas, on a remarqué beaucoup en discutant avec les collectifs et avec la première étude qu'on avait fait, qu'à chaque fois, le problème, c'est qu'un collectif et une destruction, un projet imposé polluant, ça peut sembler assez peu et ça peut parler assez peu, notamment aux médias nationaux, où alors on a du mal en fait à rentrer dans les instances de pouvoir avec nos discours sur un projet. Et du coup, on a voulu montrer que ces projets-là, pris dans leurs ensembles, c'était monstrueux, en fait, l'impact qu'ils avaient. Et donc, on a analysé 65 projets types, donc de diverses catégories. Il y avait des centres commerciaux, il y avait des routes, il y avait des entrepôts Amazon, il y avait aussi des extensions d'aéroports. On a analysé ces 65 projets types
et ensuite pour généraliser par rapport au nombre qu'on en avait de chaque catégorie et montrer et se poser la question en fait de la compatibilité de tous ces projets qui sont lancés chaque année. On voit bien quand on avait lancé la carte reporter il y a 3 ans, maintenant ouais, quasiment 4, mais 3 ans environ, on avait 100 projets imposés et polluants dessus. Aujourd'hui, on en a 500. Donc on voit que les projets ils continuent à se multiplier. Il y en a de tous les jours, nous, en tout cas, on nous signale un projet qu'on n'avait pas vu ou qui n'existait pas il y a encore un an. Et on se dit, mais alors comment on peut continuer à multiplier ces centres commerciaux, multiplier ces aéroports, multiplier ces routes, alors qu'on nous a promis un zéro artificialisation et une neutralité carbone. Bah, ça, typiquement, c'était vraiment ce qu'on a essayé de se poser comme question. Évidemment, petit teaser, incroyable mais vrai, la réponse est non. Ce n'est pas compatible, en fait. On ne peut pas continuer à multiplier ces projets-là. On a fait cette étude-là avec un cabinet qui s'appelle BL Evolution et ils ont eux-mêmes constaté, et ils sont objectifs là-dessus, en fait, ils l'ont fait avec les chiffres, ils ont analysé les projets, ils ont constaté que la multiplication de ces projets n'est pas compatible avec l'atteinte des objectifs annoncés par la SNBC à l'horizon 2030 ou la trajectoire de zéro artificialisation nette, c'est ça l'acronyme barbare ZAN, en menant de front les politiques de transition. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois se dire qu'on va faire un plan vélo, de l'énergie renouvelable, et en même temps continuer tous ces projets-là. En fait, on n'a pas le budget, on n'a pas l'enveloppe nécessaire. Notamment l'artificialisation, c'est assez intéressant de le voir. En gros, d'ici 2030, il nous reste 164 000 hectares qu'on pourrait artificialiser. C'est ça, si on prend la trajectoire pour aller au zéro artificialisation nette, voilà, on a cette enveloppe-là, c'est les terres qu'on peut encore aujourd'hui artificialiser. Et bah, dès qu'on on enlève de ces 164 000 hectares tout d'abord le logement et l'habitat, qui représentera 80 000 hectares, même si on fait hyper attention. 80 000, c'est vraiment au bas mot, 80 000, et ce sera déjà un exploit de se maintenir dans tout ça. Plus le plan vélo, plus l'énergie renouvelable, plus l'habitat collectif, et ben en fait, il va nous rester que 53 000 hectares. 53 000 hectares, c'est quand on a enlevé ces choses-là qu'on a déjà entamées et que, en fait, qui sont aussi des politiques de transition et l'habitat qui semble quand même être nécessaire de sauvegarder. Et en parallèle de ça, on a ne serait-ce que 32 projets routiers qui, à eux seuls, artificialiseraient 17 000 hectares, c'est-à-dire, en fait, plus d'un tiers de tout notre portefeuille d'hectares. Et on a évidemment aussi le projet de mine Espérance, les sites industriels clés en main. On voit en fait que les projets imposés et polluants en France aujourd'hui compromettent complètement notre portefeuille et notre capacité à atteindre les objectifs qui sont pourtant annoncés, répétés, tweetés par le gouvernement aussi. On a la même dynamique au niveau des émissions de GES. Je ne vais pas vous détailler toute la logique, ça serait long et un peu barbant. Évidemment, l'étude est disponible sur le site de Terre de Lutte. Mais encore une fois, si on prend ces politiques-là et les trajectoires, notamment du secteur de l'industrie, eh ben, on ajoute les projets imposés et polluants. Et en fait, on n'arrivera pas à atteindre nos objectifs pour la stratégie nationale bas carbone. Et donc, la conclusion qu'on a un peu eue avec ça, c'était surtout, mais en fait, quel choix, parce que c'est un choix politique de continuer ces projets-là. On a ce choix politique de continuer ces projets, du coup de multiplier typiquement les bassines agricoles, les projets de route, c'est pas une route à un endroit, contrairement à ce qu'on essaye parfois de nous faire croire au local, c'est vraiment des politiques nationales qui subventionnent aussi beaucoup. Il y a un article de Reporter qui est sorti aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais qui dit qu'il y a 13 milliards d'argent public qui est investi sur les projets routiers aujourd'hui. Donc c'est la moitié environ du trou de la sécurité sociale. Et donc, on fait le choix de subventionner ces projets-là. Et ce choix, il mange tous nos budgets carbone et tous nos budgets artificialisation. Et donc, en fait, c'est le choix du gouvernement. Et en fait, on ne met pas ça en relation et dans la balance avec tout ce qu'on pourrait faire d'autre. Et en fait, ça mange ce qu'on pourrait faire d'autre, typiquement des crèches, des hôpitaux. En fait, on n'aura plus ces budgets-là. Donc, soit on dépasse complètement les budgets, soit en fait, il y a des choix, et ces choix-là, ils sont profondément politiques et on va devoir les faire. Et c'est ça qu'on veut demander au gouvernement, en tout cas, ce que nos plaidoyers aujourd'hui veulent porter. Nous, face à ça, on a notamment 4 grandes conclusions. C'est il faut mieux évaluer les projets. Vous le dites souvent, tous les collectifs le constatent. Aujourd'hui, les études d'impact sont souvent des torchons, pour rester poli. C'est-à-dire que les infos sont manquantes, on cible les mauvaises choses. Moi, personnellement, j'ai déjà lu des études d'impact où sur
le volet impact sur le climat du projet, la personne décrivait le climat. Le climat, par exemple, le climat territorial, un ensoleillement moyen, tant de degrés. En fait, on a des études d'impact qui sont complètement décorrélées des enjeux aujourd'hui. Il y a évidemment aussi mieux évaluer les budgets d'artificialisation et les mettre à l'échelle territoriale. Et ensuite, il va falloir faire des choix. Et donc, ces choix-là, on les fait en prenant en compte ces budgets-là qu'on peut encore. Et aussi, est-ce que les projets, ils sont réellement nécessaires? Est-ce qu'on a besoin de ces projets? Est-ce qu'on en aura besoin dans 10 ans, dans 20 ans? Et donc, ce choix-là, il doit se faire avec les citoyens. On voit aujourd'hui que la participation, et c'est aussi quelque chose qui est relevé à chaque fois dans la lutte contre les projets imposés et polluants, la participation des habitants et des habitantes est vraiment déficiente, c'est-à-dire on fait peu ou mal participer les gens au choix sur les projets, et quand ils donnent leurs avis, la plupart du temps, de toute façon, l'enquête publique, tout le monde s'en fout. Et pourtant, en fait, c'est des choix qui sont cruciaux. On est en train de se dire, est-ce qu'on préfère avoir un entrepôt logistique et avoir mangé tous nos budgets d'artificialisation du territoire, ou est-ce qu'on préfère, je ne sais pas, en effet, une crèche, une maison de retraite, un hôpital, ou même tout simplement des terres agricoles? Et ces choix-là, ils sont pris en dehors des citoyens, ils sont pris sans les consulter, et du coup, les habitants n'ont plus aucune prise là-dessus. Donc, il va falloir remettre ces choix au cœur du débat public. Et en attendant, évidemment, on stoppe les projets, en attendant de savoir si c'est des bons choix qu'on est en train de faire, en attendant, pour éviter de compromettre justement nos objectifs, eh ben, on arrête, on fait une pause, et on évite de continuer à multiplier tous ces projets-là. Du coup, ça, c'est typiquement un objet de fond. Il faut savoir que tous ces chiffres-là, ils sont dans l'étude. Vous pouvez les retrouver, les chiffres d'artificialisation, comment les projets compromettent la totalité, enfin, nos objectifs. Voilà. Enfin, l'idée, c'est vraiment de pouvoir utiliser ce fonds-là, à savoir que les 65 projets analysés ont chacun une fiche projet. On a aussi des projets par catégorie, centres commerciaux, loisirs, projets routiers, projets d'industrie. Donc, il ne faut pas hésiter à aller piocher dans cette étude pour justement construire les plaidoyers. Et on a aussi mis sur le PowerPoint quelques documents en plus que vous pouvez noter si ça vous intéresse, notamment sur le plan local d'urbanisme. Donc, comment on modifie les documents d'urbanisme pour se prémunir contre les projets imposés et polluants, et même parfois pour lutter contre. Il y a aussi comment on fait des recours contre ces projets-là. Et l'étude là, du coup, de Terre de lutte qui était juste ici. Je vais vous remettre dans le chat de toute façon tous les liens. Et enfin, cette étude-là, transport, alimentation et aménagement des leviers pour améliorer la résilience des territoires, qui permet, encore une fois, d'avoir des chiffres, d'avoir du contenu. Et tout de suite, je vais du coup un peu enchaîner, parce que maintenant qu'on a le contenu, la question c'est comment on construit notre discours autour de ce contenu et comment on arrive justement à avoir un plaidoyer. Mais quelle transition incroyable, Chloé. Écoute, je suis impressionnée. Bonjour tout le monde. Moi, je suis Zoé Lavocat, je suis responsable climat et territoire au réseau Action Climat. Et du coup, le réseau Action Climat, c'est une ONG qui fédère les ONG qui luttent contre le dérèglement climatique. Si vous m'avez perdu, c'est pas très grave. Et en fait, notre rôle, c'est de faire de l'influence de politique publique, donc concrètement du plaidoyer. Et c'est à ce titre-là, aujourd'hui, que je vais essayer de vous donner des tips pour comment est-ce qu'on construit un bon argumentaire pour convaincre un maire, un député, un promoteur immobilier. Et comme je n'ai pas du tout la main sur le diapo, je vais dire slide suivante. Du coup, déjà, la première chose, c'est comment on construit un bon message. Et du coup, moi, je suis souvent la construction suivante, qui est le quoi. C'est quoi le problème que vous cherchez à résoudre? C'est quoi le propos de votre venue? Par exemple, le problème qu'on cherche à résoudre, c'est, pour ne pas trop spoiler sur l'avance, mais c'est l'extension d'un énième centre commercial sur notre territoire. Une fois que vous avez dit que c'est pour ça qu'on vient, c'est pour ça qu'on vous interpelle, monsieur Truc, la question c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est un problème qu'il y ait une extension de centre commercial? Ensuite, le qui peut agir, et du coup, à votre cible, vous pouvez dire, vous, X personnes, vous pouvez agir, en tant que député, vous pouvez agir, en tant que maire, vous pouvez agir, en tant que promoteur, en tant que propriétaire de ce terrain, vous pouvez agir, et expliquer du coup les différents leviers d'action avec le comment. Et là, donc, du coup, quelle est votre demande concrète? Ça, c'est un petit peu la structure classique, et c'est du coup l'idée de l'entonnoir inversé. Je commence de quoi, quel est mon problème, pourquoi, qui, et ensuite j'arrive à mon comment.
Pour faire passer votre message, on reviendra dessus, enfin Silène reviendra dessus longuement après. Vraiment, il y a plein de tips, ça se joue pas mal au feeling, j'ai envie de dire. Il y a je suis en train de me dire que j'ai plein d'anglicismes, il y a plein de trucs. Mais sincèrement, la première chose, c'est du coup de se baser sur les centres d'intérêt de la personne que vous avez en face. Donc, c'est un peu de psychanalyse, un peu de psy, savoir en fait, du coup, si c'est un élu, est-ce qu'il veut se réélire? Est-ce qu'il a une ambition politique? Est-ce qu'il est touché par les questions de pouvoir d'achat? Est-ce qu'il est touché par des questions, je ne sais pas moi, de pollution, de qualité de l'air parce qu'il a des enfants? Et du coup, de plutôt chercher à argumenter dans ce sens-là, selon du coup le centre d'intérêt, selon du coup les valeurs, selon les ambitions, les projets que porte la personne que vous avez en face de vous. Je vous invite aussi à utiliser différents types d'arguments. Là, moi, je vous en montrerai plusieurs que vous pouvez utiliser dans vos campagnes au quotidien, à la fois quantitatifs, donc par exemple les chiffres, là, que vient de donner Chloé, mais vous pouvez aussi donner des arguments plus qualitatifs, politiques, scientifiques. Évidemment, scientifiques, ça marche assez bien, donc de dire, c'est pas moi qui le dis, c'est le GIEC, c'est pas moi qui le dis, c'est un bureau d'études, c'est pas moi qui le dis, citoyen, c'est le Haut Conseil pour le climat ou autre. Et ça, vraiment, c'est des arguments d'autorité qui fonctionnent assez bien. Voire émotionnels. Du coup, ça, c'est des arguments qui vont plus être du style mais est-ce que vous pensez à vos enfants? Est-ce que vous pensez à l'avenir? Est-ce que vous n'avez pas peur, vous, pour vos enfants? Donc voilà, d'utiliser des arguments qui vont toucher à l'émotion. Et enfin, je vous invite à plutôt privilégier une posture de dialogue. Qu'est-ce que j'entends par posture de dialogue? C'est qu'en fait, votre objectif, ça dépend, mais du coup, si votre objectif, c'est de convaincre une personne ou de faire passer, de faire bloquer telle chose en conseil municipal ou lors d'une consultation publique, de faire entendre un point, la posture de dialogue est souvent plus efficace qu'une posture vraiment de confrontation. Parce que du coup, vous n'arriverez pas à convaincre. Pour convaincre et persuader, il vaut mieux être plutôt dans une relation de donnant-donnant. Bon, ça, c'est un peu des grands conseils. Et là, la question, c'est, d'après vous, quel est le meilleur argument pour mettre fin à un projet d'aménagement, y compris, du coup, si vous avez un élu, si vous avez un député en face de vous. Et du coup, je veux bien voir dans le chat que vous preniez quelques secondes pour me dire, d'après vous, si là, demain, vous deviez convaincre un élu qu'il ne faut pas faire ce projet de centre commercial, qu'il ne faut pas faire ce projet de lotissement écoquartier, qu'il ne faut pas faire ce projet-là, je vous invite à l'écrire dans le chat. Qu'est-ce que vous diriez? Rapidement, hein, parce qu'après, spoil alert, je vais vous donner des pistes de réponse. Alors, j'ai pas trop de réponses dans le chat. Soit il fait trop chaud et du coup, on n'arrive pas à écrire. C'est une possibilité. Les îlots de chaleur, en parlant de chaud, oui, effectivement. Lutter contre l'adaptation au dérèglement climatique. L'opinion publique, effectivement, les gens ne sont pas d'accord avec ce projet. Et ça, il faut du coup déjà pouvoir le prouver, mais tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres idées d'arguments à mettre en avant pour faire tomber un projet ou pour en tout cas critiquer un projet? La loi, effectivement. Très bien. Tout à fait, tout ça, c'est un peu des bonnes idées. Montrer l'impact sur l'environnement, effectivement, tout à fait, montrer l'impact. L'argument d'autorité, le GIEC, effectivement. Tout ça, c'est un peu des bonnes réponses. Et du coup, on va passer à la slide suivante. Je vais commencer par vous dire, effectivement, c'est la loi. C'est la loi, c'est en fait ce que vient de dire Chloé. Et du coup, Chloé, si tu peux passer à la slide suivante, on reviendra à celle-là après. Et en fait, c'est le cadre légal. Chloé en a un petit peu parlé. En fait, la loi climat et résilience, avec l'article 191, pose deux objectifs. Un objectif d'avoir un zéro artificialisation nette en 2050, mais ça, c'est un solde. Comme disait tout à l'heure Chloé, c'est en dire qu'en fait, il faudra artificialiser autant qu'on désartificialise. Et d'ici à 2031, il faut que la consommation totale d'espace soit divisée par 2 sur les territoires. Donc là, on peut revenir à la slide d'avant. Il y a complètement un premier argument qui est de dire, en fait, si vous n'agissez pas maintenant, dans tous les cas, vous allez devoir le faire parce que c'est la loi. 2031, il faudra diviser par 2 la consommation d'espace. 2050, c'est zéro artificialisation nette. Point. Et du coup, c'est un mouvement qui est inexorable. Et du coup, anticiper. Il faut l'anticiper. Le deuxième argument, qui est effectivement totalement lié à ce qu'a présenté tout à l'heure Chloé, c'est la question de c'est bon pour le climat. L'artificialisation, qu'est-ce que c'est? Donc, on disait c'est l'altération des fonctions écologiques des sols. Et en fait, altérer les fonctions écologiques des sols, ça a un impact pour le climat, notamment sur le stockage du carbone dans le sol.
Et là, je vous ai mis cette petite phrase incroyable avec ce chiffre, argument d'autorité. Si l'on poursuit les tendances actuelles en matière d'artificialisation jusqu'en 2050, ça pourrait conduire à une libération de gaz à effet de serre équivalente à 75% des émissions de 2015. Donc, ça vous donne une idée, en tout cas, d'arguments qu'on peut sortir. Slide suivante, enfin double slide suivante. Ouais, je crois que j'ai le temps d'en louper une. Attends, c'est bon. Pardon, excusez-nous. Voilà. L'autre argument, c'est de dire que c'est plus juste socialement de lutter contre l'artificialisation. Ça paraît pas forcément évident comme ça, de dire ça. Potentiellement, on va vous dire, oui, mais attendez, là, en fait, il y a des gens qui ont besoin d'avoir accès à ce centre commercial, il y a des gens qui vont avoir besoin de prendre la voiture pour se déplacer. Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est, en fait, toute artificialisation, tout projet urbain qui va avoir lieu, va aussi potentiellement être fait sur des projets agricoles. Et en fait, il y a une vraie question aujourd'hui, qui est la question de l'accaparement des terres et au-delà de ça, du foncier agricole disponible pour demain. Et du coup, il y a une question de paysans, paysannes, il y a une question des agriculteurs, des agricultrices pour qu'ils aient demain les terres suffisantes. Donc ça, c'était au global sur l'artificialisation. Mais au-delà de ça, selon les projets aussi qui s'installent, typiquement extension de centre commercial, entrepôt-logistique, etc. Non, toujours avant. Tu anticipes. Ces projets-là, en fait, vont délocaliser un certain nombre d'emplois, vont en fait en tuer un certain nombre d'emplois. Ça a été montré très bien sur le cas d'Amazon par les amis de la Terre. Donc, en fait, finalement, lutter contre des projets comme ça, c'est protéger des emplois, et notamment des emplois locaux du petit commerce. Et dernier argument aussi sur pourquoi c'est plus juste socialement, c'est parce qu'en fait, quand on étale comme ça, quand on s'étale et qu'on bétonise un peu partout, on a plus de trajets. Et c'est logique. Et du coup, quand on a plus de trajets, surtout dans une période comme actuellement où on a une hausse des prix de l'énergie et de l'essence incroyable, ben en fait, c'est le portefeuille du contribuable qui paye. Slide suivant. Autre argument, ça renforce l'attractivité du territoire. Effectivement, dans cette idée d'attractivité, il y a plein de choses. Il y a cette idée de, ben voilà, si on crée des centres commerciaux partout en périphérie, si on s'étale, en fait, ça va perdre en dynamisme. Notre cœur de bourg va perdre en dynamisme, et ce sera la périphérie qui va attirer. Donc, il y a cette notion-là. Il y a cette notion aussi, plus globalement, de qualité de vie. Je ne sais plus qui tout à l'heure parlait d'environnement. Évidemment, un espace artificialisé, c'est aussi un espace avec moins de nature, avec potentiellement moins de bien-être au quotidien, plus de transport, donc plus de pollution. Donc vraiment, c'est toute cette notion derrière de qualité de vie qui est touchée et du coup d'attractivité du territoire. Évidemment, avec l'artificialisation, autre argument, c'est que ça protège la biodiversité. Évidemment, il faut lutter contre l'artificialisation des sols. Là, vous avez une magnifique image d'un tout petit marcassin. L'idée, c'est effectivement, quand on artificialise, on prend du coup le pas surtout sur des terres agricoles, mais aussi potentiellement sur des terres naturelles. Et du coup, il faut, protéger ces espaces, mais surtout préserver ce qu'on appelle les continuités écologiques, c'est-à-dire la capacité pour une espèce, animale ou végétale, de pouvoir se déplacer, de pouvoir se reproduire. Et du coup, s'il y a une énorme route en plein milieu ou un autre projet, en fait, on va perdre cette continuité écologique. Ça perd aussi ça attaque aussi les questions de qualité de sol, de qualité de l'eau. Et du coup, il y a via les pollutions, liées à la construction des projets, à cette question de la continuité écologique, etc. Et globalement, on peut aussi dire que tout ce qui n'est pas artificialisé, tout ce qui n'est pas de la bétonisation et de la construction, c'est aussi une réduction d'extraction des matières premières, c'est moins d'émissions liées au bâtiment, à la construction, à l'industrie, etc. Ça, c'était du coup un petit peu les arguments. Et il y a un dernier argument qui est assez compliqué à mettre en avant, donc je les mets en dernier parce que c'est pas forcément plus clair, c'est de dire que c'est moins cher pour la collectivité. Alors, c'est vrai que artificialiser, donc s'étaler, en fait, ça va revenir plus cher, notamment parce que la collectivité, ça peut revenir plus cher, pardon, parce que la collectivité va devoir, en fait, faire des infrastructures pour aller jusqu'à cet espace. Donc, du coup, ça veut dire que si on fait un entrepôt logistique sur tel territoire, il va falloir faire des routes pour y arriver, il va falloir faire peut-être des lignes de bus pour y arriver, il va peut-être falloir tirer du coup l'énergie jusque là-bas, installer de l'éclairage public, et ça va revenir à la collectivité territoriale de le faire. Et en plus de créer tous ces espaces-là, il va falloir ensuite les entretenir. Entretenir la ligne de bus, entretenir le réseau énergie, l'eau, etc. Cet argument, il est quand même un peu bancal, je tiens à vous le dire quand même, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que
un des moyens pour lutter contre l'artificialisation des sols, c'est ce qu'on appelle du coup le renouvellement urbain ou l'urbanisme circulaire. En gros, réhabiliter des friches, réhabiliter des endroits qui aujourd'hui en centre-ville ne sont pas utilisés. Mais il faut savoir que ça aussi, c'est un coût et du coup, ça dépend des territoires. Dernière petite slide, quelques idées reçues. La première idée qu'on peut vous sortir, en tout cas, c'est de dire oui, ça va, en fait, la France, c'est pas si pire, on a quand même encore vraiment des terres agricoles, on a quand même vraiment un espace naturel. Et la réponse à apporter, quel suspense incroyable, si tu recliques sur la slide, c'est que la France est plus artificialisée que les principaux États membres de l'Union européenne quand on rapporte cette surface artificialisée à la densité de population. Et si tu recliques, Chloé, tu vas voir le magnifique graphique dont je tire cette source. Et je vous donnerai évidemment toutes les sources. Donc ça, c'est France Stratégie. Donc la France n'est pas si pire. En fait, non, quand on regarde à la densité de population, quand on rapporte ça à la densité de population. Slide suivante. Autre idée reçue et dernière idée reçue. L'idée reçue qu'on peut vous sortir aussi, c'est que l'artificialisation des sols, elle n'est pas... non, du coup, elle est directement... Ah non, j'ai mal écrit ma phrase. L'idée reçue, c'est que l'artificialisation des sols est corrélée à la démographie française. Autrement dit, non, mais en fait, on n'a pas le choix de l'artificialiser, puisque plus on grandit, plus il faut bien qu'on s'étale. Ça, c'est un argument qui sort souvent, et c'est notamment un argument qui sort dans les territoires. Bon, j'ai déjà mis la réponse, c'est faux. L'artificialisation des sols n'est pas directement corrélée à la démographie française. Sur les dernières années, on a remarqué qu'il y avait un taux de croissance de l'artificialisation qui était 3,7 fois plus important que la croissance de la population. Et là, si tu recliques encore, tu vas voir le graphique qui montre vraiment cette décorrélation. Donc en fait, aujourd'hui, l'argument de juste dire « non mais en fait, notre territoire est grandi, non mais en fait, la France, elle se développe », c'est démographiquement, j'entends, c'est un faux argument parce qu'en fait, on surartificialise. Voilà, du coup, j'ai fini ma partie, les principaux arguments à sortir. On va prendre un petit temps de questions. J'ai pas vu si on est dans le chat. Alors non, on n'a pas eu de questions directement dans le chat durant ton intervention. N'hésitez pas si vous avez des questions sur cette première partie. Alors il y a des personnes qui nous ont rejoints en cours de route. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Donc c'est l'outil avec une petite bulle en bas de l'écran. Ou alors à mettre des plus si vous êtes d'accord, des moins si vous n'êtes pas d'accord. Et sinon, on va continuer et passer à la deuxième partie de cette présentation-là. Mais n'hésitez vraiment pas, parce que je crains que Zoé ne puisse pas forcément rester jusqu'à cette deuxième partie de questions. Non, mais voilà, Heidi a une question et n'hésite pas à allumer ton micro, du coup, à nous poser la question. On va essayer de faire des questions assez courtes quand même, mais vas-y, pense. Alors, on ne t'entend pas, tu as ton micro allumé, mais on ne t'entend pas. Sinon, peut-être tu peux nous la taper dans le chat. Ça permet de la voir et je pourrais la lire. Ouais, parce que là, ça ne marche pas. N'hésitez pas à l'écrire, du coup, ça nous permettra de la poser à haute voix. Est-ce qu'en attendant, il y aurait d'autres questions? Alors, il y a Cédric qui pose une question et demande quels arguments quand la commune a déjà prévu d'artificialiser une zone, par exemple inscrite dans le PLU, et que les réseaux sont déjà tirés. Alors, je ne sais pas trop ce que tu entends par réseau déjà tiré, mais la question c'est en fait, oui, comment on... c'est vraiment la question qui habite nos luttes. Les projets, ils sont déjà prévus. On n'est pas forcément sur du plaidoyer global et a priori, malheureusement, on est sur du plaidoyer qui est limite convaincre que les élus, oui, c'est ça, que les élus auraient fait une erreur malgré le fait que ça serait potentiellement un manque à gagner pour eux. Est-ce que Zoé, tu peux... Bon, je me tenterais bien une réponse, mais c'est toujours une très bonne question. Effectivement, en fait, quand ils ont déjà investi dans le projet et qu'ils ont déjà investi des sommes qui, des fois, sont colossales, c'est une certitude. Moi, du coup, je sors souvent l'argument de dire, en fait, au long terme, vous allez y perdre, notamment avec cette question de dynamisme et de revitalisation du territoire. Si tu restes vraiment sur l'argument purement économique et purement, en fait, là, peut-être que vous avez l'impression que du coup, vous arrêtez tout de suite, c'est un manque d'investissement. Mais en fait, moi, je remets souvent en perspective en disant, OK, mais en fait, est-ce qu'à moyen et long terme, c'est ce territoire-là que vous voulez, sachant que ce territoire-là, il sera moins attractif, que vous aurez potentiellement moins de personnes, donc moins de taxes d'habitation. Enfin, toi, tu peux rentrer après très loin dans le schéma. Mais à la réponse économique court terme, j'opposerais bien la réponse économique long terme. Je ne sais pas si, Chloé, tu veux compléter Non,
C'était assez parfait sur l'économique, évidemment. Et puis ensuite, je pense que aussi tous les arguments qu'on a cités et qui marchent, a priori, ils sont toujours possibles a posteriori. Et notamment, en fait, quand ils sont portés par un grand nombre de personnes. Et dans le chat, c'est là, il y avait vraiment l'opinion publique. Si beaucoup de personnes amènent ce type d'argument aussi, ça peut commencer à faire pression. Et peut-être, on en parlera un petit peu mieux avec les collectifs tout à l'heure qui nous raconteront leur expérience. Mais on a pu voir du coup des projets qui ont été annulés justement à cause d'une opinion publique qui commençait à être beaucoup trop défavorable, notamment typiquement Europa City. On était quand même beaucoup dans ce cadre-là aussi, quoi. Et Heidi, du coup, a pu taper sa question. C'était les textes type plan national ne sont pas légalement contraignants. Avez-vous des références légales contraignantes contre cette artificialisation? Alors honnêtement, non, pas à ma connaissance, mais j'ai vu que tout à l'heure, il y avait Céline qui s'est glissée dans le chat, qui bosse à notre affaire à tous, donc peut-être que Céline qui bosse sur les juridiques pourra répondre. Honnêtement, non, effectivement, et c'est le même problème qu'avec la neutralité carbone, c'est qu'en fait, on fixe des objectifs, mais en fait, si l'État ne les respecte pas ou si les collectivités ne les respectent pas, a priori, pour l'instant, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de sanction d'amende, il n'y a pas de sanction particulièrement prévue en tant que telle. Après, de mémoire, avec le ZAN, en fait, donc, du coup, avec le zéro artificialisation nette, ce qui va se passer, c'est que, je vais essayer d'expliquer de manière assez simple, mais c'est pas super simple. En gros, tous les territoires, là, hop, ils vont se mettre d'accord pour dire, OK, notre région, toutes les régions doivent être zéro artificialisation nette. Et du coup, tous les territoires d'une région vont se dire, bon, bah, quelle est la part que je peux prendre pour faire cette zéro artificialisation nette. Donc, ils vont essayer de se mettre d'accord. Évidemment, ensuite, c'est la région qui tranche et qui va dire, bon, on va faire comme ça, on va répartir comme ça les budgets d'artificialisation. Et ensuite, il faut modifier le schéma régional, puis les SCOT, puis les PLU. Donc là, je donne un certain nombre d'acronymes. Mais en fait, si ils ne le font pas dans les temps, c'est-à-dire que s'ils ne révisent pas suffisamment tôt, suffisamment dans les temps et dans le calendrier, ces différentes choses, il y a des sanctions. Et de type que du coup ils ne peuvent plus, alors attends, je ne l'ai plus en tête, mais je vais la rechercher, mais il y a une sanction. Ouais. Ils ne pourront plus mettre des permis, voilà, donner des permis de construire. Donc pour l'instant c'est assez faible, comme disait Zoé. Néanmoins, en fait, à savoir que cet objectif de zéro artificialisation nette des sols, il vient de rentrer dans la loi. Et c'est déjà ça qu'il soit là. Enfin, malheureusement, c'est un tout petit pas, hein, mais ça nous permet déjà d'avoir un objectif auquel se référer dans nos plaidoyers et qui sont dans la loi. Et là-dessus, pour avoir toutes les références légales aussi d'articles, on vous renverra, on mettra sur le site de Terre de Lutte évidemment le PowerPoint avec cette magnifique image. Donc. Et, et vous pourrez avoir toutes ces références légales. Et n'hésitez pas, on avait mis des références dans le chat que vous pouvez sûrement retrouver, on va vous les reposter, mais il y a aussi évidemment le guide de notre affaire à tous sur le plan local d'urbanisme et sur les recours juridiques contre les projets imposés et polluants, qui donne une sorte de petite mallette juridique avec pas mal d'articles que vous pourrez utiliser dans vos plaidoyers, évidemment. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Peut-être on continue la deuxième partie de ce webinaire, du coup, avec plus les... Ah, mais si. Ah, je ne comprends pas le message d'Heidi, mais du coup, la deuxième partie est consacrée plus au cas concret et donc à des exemples aussi. Et donc, je vais passer tout de suite la parole à Silène pour nous expliquer comment ça se passe exactement de faire du plaidoyer, ou en tout cas nous donner des exemples. Oui, bonjour à toutes et à tous. Du coup, je suis Silène d'Alternativa et je coordonne la campagne qui s'appelle Alternative territoriale et qui consiste à faire du plaidoyer local auprès des élus sur différentes thématiques. Et du coup, je vais vous parler ce soir. Bon, c'est bien beau d'aller voir un élu, mais comment est-ce qu'on fait Alors, oula, ça va un peu trop vite. Comment est-ce qu'on fait? Donc, il y aura 4 étapes en amont de l'entretien, pendant l'entretien et après l'entretien. Du coup, pour commencer, là, tu peux passer. Un entretien, c'est bien, mais avec qui? Parce qu'en fait, il y a une myriade d'interlocuteurs potentiels et du coup, avant de prévoir un entretien, il faut se poser les bonnes questions. Slide suivante. D'abord, les premières questions à se poser, c'est quels sont mes objectifs et où en est le projet? J'ai vu que dans le chat tout à l'heure, Cédric, tu parlais notamment des documents d'urbanisme. Donc, alors, soit le projet est déjà inscrit dans les documents d'urbanisme, soit il y a besoin de modifier ou réviser le plan local d'urbanisme
intercommunales ou pas, les SRADET, les SCOT, etc. Ça, ou alors, est-ce que le permis d'aménager a déjà été accordé? Il y a aussi une autorisation d'exploitation commerciale, un permis de construire, une autorisation environnementale, et tout ça, en fait, sont c'est des documents qui cadrent le projet et qui lui permettent d'avancer et qui sont délivrés à différents niveaux. Donc voilà, en fonction des autorisations que le projet a déjà reçues, il va falloir s'adresser à différentes personnes. Du coup, vas-y Chloé, si tu veux passer. La slide suivante, oui. Pour, je pense que tu as passé une slide en trop, non? Voilà. Alors, une fois qu'on a défini l'objectif et qu'on sait où en est le projet, bah, du coup, se poser la question de qui est la bonne cible et qui est-ce qui a les compétences qui vont bien, et à quelle échelle est-ce qu'on doit s'adresser? Vas-y, tu peux passer. Donc pour rappel, du coup, des potentiels différents interlocuteurs que vous pouvez rencontrer, il y a bien sûr le maire qui signe le permis d'aménager dans un premier temps et de construire un peu plus tard. Il y a aussi les membres du conseil municipal dans le cadre du plan local d'urbanisme, ou alors si on est sur une intercommunalité, on pourra s'adresser au président de l'interco ou au vice-président urbanisme aménagement, qui n'a pas forcément exactement ce nom-là selon l'intercommunalité, mais grosso modo, il y a généralement un vice-président qui gère ces questions d'aménagement. On a aussi, au niveau départemental, la commission départementale d'aménagement commercial, dans le cadre, donc là c'est spécifique aux projets d'entrepôts logistiques ou de centres commerciaux. Et c'est cette commission qui délivre l'autorisation d'exploitation commerciale. On a aussi au niveau régional le préfet qui délivre l'autorisation environnementale. Et puis à la région aussi, on peut parler des documents d'urbanisme qu'on a évoqués un peu avant, les SRADET, les SCOT, les PPRT. Bon, tout ça, c'est une liste qui est non exhaustive, mais pour que vous ayez un peu une image de l'écosystème à qui vous pouvez vous adresser. C'est pas fini, la slide suivante continue cette liste non exhaustive dans laquelle on peut... Il y a encore quelques autres structures, donc soit au niveau départemental, soit au niveau régional, qui au fil des autorisations du projet peuvent donner leur avis sur le bien fondé de ce projet. Donc le CODERST, la MRAE et la DREAL. Et puis après, je dirais last but not least, si jamais le projet concerne des terrains privés, vous pouvez aussi aller voir les propriétaires des terrains et également les mairies des villes avoisinantes qui ont éventuellement aussi leur mot à dire sur ce projet et sur l'impact que ce projet pourrait avoir du fait qu'ils seraient voisins de leur commune. Voilà donc grosso modo les différents interlocuteurs que vous pouvez aller chercher. Et une fois que cet interlocuteur est choisi, Zoé en a un peu parlé tout à l'heure. Donc se demander qui est la personne que nous allons rencontrer, d'où est-ce qu'elle vient, quels sont ses centres d'intérêt. Bah, c'est un peu ce que Zoé disait. Est-ce qu'elle a envie d'être réélue? Auquel cas, elle va faire plus attention à l'opinion publique. Est-ce qu'elle a des enfants? Auquel cas, elle serait sensible à différents autres arguments, etc. Donc, un certain nombre de questions à se poser sur l'interlocuteur ou l'interlocutrice que vous avez décidé d'aller voir pour pouvoir adapter votre argumentaire en fonction de sa sensibilité. Voilà pour l'amont de l'entretien, enfin pour décider qui est-ce qu'on va rencontrer. Et ensuite, il s'agit de préparer l'entretien. Donc là, je vous propose une checklist de tout ce qu'il faut faire en amont de l'entretien. Je peux passer, oui. Alors, entre votre collectif ou vos collectifs alliés, d'abord se renseigner sur les activités en cours et enfin,
c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, où en est le projet, et puis clarifier vos revendications. Pourquoi est-ce que vous demandez ce rendez-vous? Ça vous permettra déjà de mieux savoir de quoi vous allez parler et de pouvoir mener l'entretien de façon plus sereine, euh, en sachant, euh, en sachant ce que vous demandez à la personne que vous rencontrez. Préparez vos objectifs, c'est-à-dire que vous allez vous demander un entretien et cet entretien, il a un but. Vous voulez ressortir avec un certain nombre d'informations. Il faut définir ça en amont. Et puis ensuite, définir qui est-ce qui va faire cet entretien, combien est-ce que vous serez, est-ce qu'il y aura que votre collectif ou est-ce que vous pouvez y aller avec d'autres personnes, d'autres collectifs alliés pour montrer que c'est un sujet qui concerne différentes associations, différents collectifs. Et puis, une fois que tout ça sera défini et l'ordre du jour proposé, il faudra aussi se répartir les prises de parole et l'animation pour pouvoir rester maître de l'entretien. Voilà, ça c'est pour entre vous. Ensuite, la préparation de l'entretien, ça se fait aussi en lien avec les interlocuteurs et interlocutrices, à savoir leur envoyer une proposition d'ordre du jour suffisamment en amont, leur demander combien de personnes participeront, parce que si vous rencontrez la commune, typiquement, il peut y avoir le maire, plusieurs adjoints, peut-être des agents territoriaux, etc. Donc savoir combien de personnes seront là et qui participent. Toujours demander confirmation et un rappel juste avant le jour J. Et puis, c'est ce que je disais un peu plus haut, préparer son argumentaire et être capable de l'adapter en fonction des réactions de l'élu, c'est-à-dire préparer différents arguments en fonction de ce qu'on sait de l'élu et après, garder quand même une flexibilité pour, pendant l'entretien, être capable de réagir en fonction de qui on a en face. Voilà pour la préparation de l'entretien. Ensuite, le jour de l'entretien, pour qu'il se déroule convenablement, on a un certain nombre de conseils à vous proposer pour éviter de vous arracher les cheveux comme ce brave homme sur le portrait. Tu peux passer à la slide suivante. Un certain nombre de choses à faire et il y a aussi un certain nombre de choses à ne pas faire en entretien. Alors, on va commencer par la liste des choses à faire. En premier lieu, en arrivant en entretien, remercier éventuellement du temps qui nous est accordé, rappeler qui on est et pourquoi on est là, faire le point sur les attentes et vis-à-vis de l'entretien et rappeler les objectifs avec lesquels on veut ressortir de cette entrevue. Pendant l'entretien, tout au long de l'entretien, alors on rappelle qu'on s'est réparti les tours de parole et l'animation, etc. C'est très important de rester maître du temps et de l'animation et de ne pas se laisser déposséder de l'animation de l'entretien. Et également, évidemment, de prendre des notes pour avoir une trace écrite de ce qui s'y est dit. La fameuse question de trouver le bon positionnement face aux élus, enfin face à vos interlocuteurs, sachant que les élus, ils peuvent être conciliants ou complètement opposés à vos revendications. Ils peuvent aussi être pas très bien informés du sujet dont vous souhaitez leur parler. Enfin voilà, donc ça c'est un peu la partie sportive de l'entretien. Il faut réussir à garder la bonne distance vis-à-vis des élus sans être trop en opposition ni trop d'accord avec eux. Voilà, et ça c'est la partie un peu compliquée, quoi. Et enfin, une fois l'entretien fini, on ne part pas de la salle sans s'être mis d'accord sur une suite. Donc, comment est-ce qu'on reste en contact? Est-ce qu'il y a un interlocuteur privilégié qu'on peut recontacter si on a d'autres questions qui ressortent suite à cet entretien? Et quelles sont les prochaines étapes? Est-ce qu'on se revoit? Si oui, quand? Etc. Donc, pour avoir un peu les prochaines échéances suite à cette entrevue. Voilà, ça, c'est les choses à faire. Maintenant, il y a aussi un certain nombre de choses à ne pas faire. Il y en a quand même moins, comme vous pouvez le voir.
Les pièges classiques, donc le premier, ça serait, je dirais que c'est être flou et ne pas savoir où on va. C'est typique d'une réunion qui a peut-être été mal préparée ou bon voilà. Et du coup, ne pas être capable d'expliquer aux élus pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on veut. Parce que bon, c'est assez facile en fait de tomber dans ce piège, même si on a préparé la réunion et bah, le jour J, il peut y avoir un peu de flottement. Enfin bon, c'est pas quelque chose à faire. Voilà. Ensuite, avoir une posture, soit trop conciliante, soit trop frontale, parce que dans les 2 cas, ça va pas être très constructif. Trop frontale, les élus risquent de se braquer et vous sortirez de l'entretien plus tôt que prévu et sans avoir rempli vos objectifs. Et trop conciliante, beh, vous allez peut-être, réussir à arriver au bout de l'entretien, mais au final, si vous dites oui à tout ce que les élus vous racontent sans oser les remettre en question ou, sans leur poser, les bonnes questions ou les mettre face à leurs contradictions, bah, ça va pas beaucoup vous avancer non plus, quoi. Hem, c'est pas fini! Se faire coincer dans le jargon technique, c'est-à-dire que alors évidemment, en amont de l'entretien, ce qu'on a dit, c'est qu'il faut s'être renseigné sur le projet, sur, à quel endroit, enfin, à quelle temporalité du projet on est situé et cetera. Donc avoir un minimum de connaissances sur le projet. Mais après, vous êtes là en tant que citoyen et légitime d'être là à ce titre, mais par contre, vous n'êtes pas expert et donc si vos interlocuteurs essayent de vous embrouiller dans du jargon technique, faut pas hésiter à leur dire que, c'est pas ça l'objectif de la réunion et on se reconcentre sur ce sur quoi on veut arriver, quoi. Ce qui rejoint un peu le lead de la discussion. Donc c'est toujours à vous de rester, maître du temps, des tours de parole, enfin et de rappeler si les élus digressent un peu trop, beh, de leur rappeler que, bon, on a un certain nombre d'objectifs, de questions à traiter pendant l'entretien et des objectifs à atteindre à la sortie de l'entretien et du coup, il faut se recentrer sur, les questions pour lesquelles on est venu, quoi. Voilà, heu, bon maintenant vous êtes sortis de l'entretien, mais c'est pas fini. Après l'entretien, il y a encore, 2-3 petites choses auxquelles penser. Heu, Slide suivante. Alors déjà, d'une part, avec les élus, leur renvoyer un mail, de remerciement, donc pour les remercier du temps qu'ils vous ont consacré, mais surtout pour, leur rappeler, leur faire un petit récapitulatif de l'entretien, de ce qui s'y est dit, des lignes directrices. Comme ça, il y a une trace écrite de ce qui s'est passé, sans leur envoyer un compte rendu très détaillé, mais dans les grandes lignes. Et puis rappeler que, du coup, en se quittant, on a prévu de se revoir, dans 3 mois à tel endroit, à telle occasion. Voilà, donc ça, c'est le mail à renvoyer, aux élus après l'entretien. Et puis ensuite, entre vous, et vos collectifs, alliés et associations alliées, envoyer le compte rendu de la réunion, répartir les points d'action parce qu'il y a sans doute, il y aura sans doute des choses à faire, d'autres personnes à aller voir ou à contacter, voilà, des associations, avec qui entrer en contact et cetera. Bon, ça peut avoir fait ressortir un certain nombre de points d'action qu'il faut vous répartir et ensuite, diffuser évidemment, la date de la prochaine rencontre et donc qu'est-ce qu'on fait d'ici la prochaine rencontre? Voilà, je pense qu'avec tout ça, vous êtes prêts à aller voir des élus? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à poser des questions sur cette partie qui décrivait un peu l'entretien. Et s'il n'y a pas de questions, on va passer à un peu plutôt des expériences et comment ça s'est réellement passé dans des situations réelles, parce que bon, ça fait toujours très bien sur le papier ou même sur l'écran et sur les slides. Et on sait bien en vérité, ça a toujours des détours et il se passe toujours des choses pas prévues. Ou ça ne marche pas aussi bien qu'on voudrait. Heidi pose la question de quand a précisément lieu l'étude d'impact. Je ne sais pas si tu veux répondre, Chilène, sinon je peux. Eh ben, vas-y. L'étude d'impact, elle a lieu en amont du projet. Alors, ça va dépendre notamment de la taille du projet. Il y a une nomenclature, c'est-à-dire un gros tableau qui dit si ton projet il fait tant de mètres carrés, si c'est 6, c'est ça, il doit faire une étude d'impact. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des études d'impact 4 saisons.
c'est-à-dire qu'elles doivent durer 1 an en fait, pour bien prendre en compte l'environnement sur toute une année. Alors à savoir que le gouvernement aimerait bien supprimer ces études d'impact 4 saisons pour accélérer un petit peu la chose. Et donc, oui, et malheureusement, en fait, on a de plus en plus de projets qui passent en dessous du seuil de cette fameuse nomenclature et donc qui n'ont même pas d'études d'impact. C'est des lois qui, on appelle ça le détricotage du droit de l'environnement, c'est-à-dire en fait un assouplissement constant des normes qui permet de faire passer de plus en plus de projets en dessous de cette barre, malheureusement. Comment faire pour imposer une étude d'impact et comment la faire financer par la commune porteuse du projet ou l'industriel? Alors, c'est hyper technique comme question. En fait, malheureusement, là, on perd. Enfin, j'en reviens un peu aux arguments de Zoé. Je ne sais pas si Simone, toi, tu veux répondre à ça. Peut-être sur la manière de faire, mais malheureusement, on perd vraiment notre argument de c'est la loi. Et donc, ça va être beaucoup plus compliqué d'avoir une étude d'impact à la hauteur de celles du coup, qui sont imposées par la loi. Zoé, je vois que tu remets ta caméra. Est-ce que tu veux aussi répondre? Non, c'est hyper compliqué. C'est une très bonne question. Non, mais j'ai rien d'autre à ajouter. En fait, non, j'ai honnêtement rien d'autre à ajouter. Je réfléchis en même temps. Après, on a des choses qui sont assez intéressantes. On a vu beaucoup. Alors, souvent, ces études d'impact, elles sont assez mauvaises. Hein, à vrai dire, Ouais. quitte à financer une étude, autant que ce ne soit pas les mêmes que celles des industriels. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a pas mal de collectifs, en tout cas, moi, j'en ai rencontré pas mal, qui font leurs propres études, notamment naturalistes. Donc, avec des écologues, des naturalistes qui connaissent, etc. Et du coup, ils observent notamment, typiquement, les espèces protégées avec des relevés d'espèces. Et c'est des éléments qui, notamment sur les dossiers juridiques, peuvent être vraiment d'une grande aide. Et ça permet du coup d'avoir des nouveaux arguments. Et notamment, du coup, ouais, vas-y. Non, j'allais compléter. Et sur les questions naturalistes, et c'est du coup pour revenir à cette question aussi de l'opinion publique, moi, j'avais des personnes qui avaient fait des études d'impact sur les politiques cyclables en allant eux-mêmes, en fait, je crois que c'était un marché, tu vois, où en fait, ils disaient, du coup, vous passez où dans la ville, c'est quoi vos besoins, c'est quoi le problème de ce carrefour, etc. Donc, en fait, il y a moyen, des fois, mais ça demande du temps et de l'énergie, c'est une certitude, d'aller chercher ces études d'impact. Là, on parle environnemental, mais même au global, dans les études d'impact, il y a deux volets sur comment ça s'inscrit dans le territoire, la continuité, etc. Donc, vous pouvez suppléer, en tout cas en partie, avec des petits trucs d'animation, de naturalisme, etc. Mais effectivement, c'est une très bonne question. Et tout à fait. Et du coup, on rentre aussi sur le terrain politique. Après, il y a toujours ces questions de seuil, je dirais effectivement. Toi, si tu fais une étude ou un sondage, là, tu veux de montrer que ce carrefour est mal foutu, que ce projet est situé au mauvais endroit. Il y a une question de seuil pour le rapport de force et pour la crédibilité de ton projet. Donc, c'est sérieux. Voilà. Alors, il y a Céline qui... Du coup, il faudra faire une étude pour démontrer que le projet part d'atteinte à l'environnement, malheureusement. Et tu peux faire une étude pour demander une étude. Ça, c'est super. Voilà, peut-être s'il n'y a pas plus de questions un peu sur cette partie concrète, où on a expliqué un peu à quoi pouvaient ressembler les outils de plaidoyer et on a parlé un peu du fond, des chiffres, etc. Je vous propose de laisser la parole à ceux qui font les plaidoyers et qui ont sûrement des expériences à nous raconter ou au moins, en tout cas, un peu voilà, de nous mettre un peu dans le contexte. Ah oui, pardon, j'avais d'abord un outil à présenter. Pardon, désolé. Je passe tout de suite la parole à Nicolas juste après. Je prends 5 minutes. Très, très rapidement. Oui, avec l'association Terre de Lutte, là, on va sortir un outil qui va vous permettre, si vous en avez l'envie, le besoin, d'interpeller les candidats aux élections législatives. C'est un outil qui est dédié au collectif en lutte contre les projets imposés et polluants, donc qui ne traitera que de ça. En fait, l'outil il sort vendredi et il sera présenté comme ça. On arrivera sur une page du coup avec notamment la carte reporter. En fait, ce sera quasiment la même carte que la carte reporter que vous pouvez voir là sur l'écran sur le premier slide. Et il y aura aussi un menu déroulant projet que vous pourrez sélectionner. Et donc, l'idée sera d'aller sélectionner le projet contre lequel vous vous battez.
Directement, une fois que vous aurez sélectionné ce projet, vous tomberez sur une page qui est dédiée au projet, où il y aura une petite description du projet. Alors, à savoir que ces descriptions-là, vous pourrez les modifier. Il n'y aura pas de souci, il y a un petit bouton qui permettra de modifier le projet, c'est-à-dire en fait, de mettre plus de descriptifs, etc. Nous, on aura fait, comme on le fait pour les 500 projets, on aura fait quelque chose de très court et donc d'assez peu complet. Et ça vous permettra de contacter du coup tous les candidats aux élections législatives sur la circonscription sur laquelle se trouve le projet. Il vous suffira, vous voyez, de cocher leur tête, comme on le voit sur la deuxième image. Et enfin, vous arriverez du coup sur une troisième page, où l'image s'est inversée, mais où il y aura un mail qui sera d'ores et déjà pré-rédigé. À savoir que ce mail est un mail type. On a pris un petit peu la structure du plaidoyer que nous rappelait Zoé, et avec un peu la technique de Silène aussi. Mais n'hésitez surtout pas à aller plus en profondeur dans ce mail. Vous pouvez évidemment le modifier. Donc, chaque projet imposé et polluant, du coup, évidemment, chaque collectif lié à ce projet-là aura une page et vous pourrez, si vous en avez envie, le partager. On a aussi fait des petits tracts si vous avez des manifs et que vous voulez qu'on interpelle massivement les candidats dans votre circo. Typiquement, c'est un moment où, si on, je sais pas, un candidat ou plusieurs candidats, notamment en fait, parfois des candidats qui sont contre ce projet-là, reçoivent 100, 200 interpellations, et ben, on a une forme de montée du sujet sur la circo où en fait ça devient un sujet au cœur des législatives et on passe pas encore une élection avec les projets concrets et en fait les choix de territoire qui sont complètement en fait extirpés des élections et on parle de choses hors sol. Ça permet au moins de mettre le projet au cœur des discussions et potentiellement d'obliger les candidats et les candidates de votre circo à se positionner. Et du coup, je vous renverrai le lien de cet outil qui n'est pour l'instant pas encore en ligne et qui a plein de petits bugs pour le moment, mais qui sera normalement opérationnel vendredi. Et évidemment, si vous ne trouvez pas votre projet sur la carte de l'outil, vous pourrez l'ajouter avec un petit frama qui sera rempli. Donc, on vous renvoie tout ça dans tous les cas. Et ce sera sur le site de Terre de Lutte, bien sûr. Voilà, j'arrête de parler. C'était déjà trop long pour le cas un peu théorique. Et du coup, passons au cas pratique. Et du coup, je vais laisser la parole à Nicolas. Ce que je vous propose, là, du coup, pendant l'intervention de Nicolas ou même l'intervention ensuite de Pascal, Catherine et Alexis, n'hésitez vraiment pas. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'ils approfondissent un point, ou voilà, et mettez tout ça dans le chat. Et moi, je n'hésiterai pas à te couper, Nicolas, pardon, pour prendre les questions et rendre ça un peu plus dynamique. Merci. Eh ben, bonjour à tous. Donc moi, je suis Nicolas, je suis coordinateur du collectif Alternative à Rony. Voilà, notre collectif, il ne s'est pas du tout lancé au départ dans cette hypothèse de lutter contre des grands projets inutiles et imposés. Mais très vite, en fait, on s'est retrouvé face à un certain nombre d'oppositions politiques dans les plaidoyers et dans les choses qu'on voulait mettre en avant. Et du coup, on est allé assez vite dans le champ politique. Et en fait, on a commencé à travailler en 2019 avec Alternative Territoriale et avec le groupe qui travaillait sur le pacte pour la transition, à porter un pacte pour la transition. Et donc ça nous a vite mis en contact en fait avec un certain nombre de candidats à l'élection municipale. Et c'est comme ça du coup qu'on a commencé vraiment à rentrer dans les discussions avec les élus. Il se trouve qu'on a porté une mesure en fait dans ce pacte qui traitait des extensions des grands centres commerciaux. Et pendant qu'on rédigeait ce pacte, fin 2019, en fait, par pur hasard, on a découvert en fait l'existence d'un projet d'extension sur notre centre commercial. Donc, je vous décris un peu rapidement le centre. Le centre fait actuellement 120 000 m². Tout type de commerce à l'intérieur, beaucoup de fast fashion. Et le projet d'extension, en fait, s'appuie sur l'arrivée prochaine de 2 lignes de métro, une qui va ouvrir l'année prochaine et une en 2030, pour dire que ce hub de transport va permettre en fait d'augmenter sa clientèle sans impact et que donc du coup, il souhaite agrandir le centre pour ajouter 58 000 m², c'est-à-dire pratiquement 50% de surface. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, après cette extension, notre centre commercial sera le 2e plus grand de France.
Je vais vous décrire un peu du coup aussi le territoire pour que vous compreniez. En gros, nous, on est en banlieue parisienne, on est en deuxième couronne. On est dans une commune qui fait plus de 50 000 habitants, qui est sous-équipée en infrastructures. On n'a pas d'hôpital, par exemple, pour une ville de 50 000 habitants, c'est assez sympathique. Et on est traversé par 2 autoroutes. Et justement, ces 2 autoroutes, en fait, sont limitrophes des parcelles qu'occupe à l'heure actuelle le centre commercial et de la parcelle sur laquelle ils veulent agrandir. Voilà, donc ça vous donne un petit peu le cadre. Maintenant, du coup, le projet en lui-même, comment on le découvre? Alors, du coup, nous, on le découvre presque par hasard, parce que finalement, une habitante vient nous voir et nous dit, à 2 semaines de la fin de l'enquête publique, et ce projet, est-ce que ce n'est pas normalement dans votre juridiction, étant donné votre thématique? Et nous, en fait, on n'a pas connaissance du projet. Bon, déjà, on peut se poser la question de comment c'est possible qu'un collectif qui est quand même proche de son territoire et qui regarde un petit peu partout ne sache pas que ce projet existe. Donc déjà, ça met en avant un vrai problème démocratique qu'on a soulevé en fait d'ailleurs dans nos différentes attaques et dans nos plaidoyers, sur le fait que les gens n'ont pas été concertés, que c'est un projet qui en fait a mis 6 ans à mûrir et que 6 ans plus tard, les habitants ne sont pas au courant de l'existence du projet. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que on s'est dit comment on fait pour répondre dans cette temporalité dans l'urgence. Et notre premier réflexe, ça a été de faire une pétition et de la déposer dans l'enquête publique. Et du coup, la quasi-totalité des réponses de l'enquête publique, puisqu'en gros, il y avait 5 réponses d'habitants qui étaient pratiquement toutes disqualifiables. Une fois enlevé ces 5 réponses, en gros, les réponses qu'on avait mises via la pétition étaient les principales réponses de l'enquête publique. Et le commissaire enquêteur a assez vite apporté des réponses en consultant le bâtisseur, qui était souvent hors sujet. Il a donné un accord et assez vite, en fait, derrière, la mairie a signé les permis de construire. Donc on voit bien en fait que tout le déroulé en fait est fait globalement pour être relativement opaque, ne pas donner la parole aux habitants ou ne pas tenir compte de l'avis des habitants, et que le projet se déroulerait en fait, si nous on ne s'était pas interposé, ce serait déroulé tranquillement, et là les tractopelles seraient déjà à l'œuvre. Voilà. On a du coup déclaré la lutte sur la carte donc, de reporter. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé en contact avec notre affaire à tous. Et, du coup, je les remercie vivement parce que l'aspect juridique, finalement, ça a été notre principal outil. Il faut voir que du coup, on a déposé le tout premier recours la semaine qu'a précédé le confinement de 2020. Donc en fait, très vite, on s'est retrouvé, en tout cas sur notre collectif, immobilisé chez nous, sans possibilité d'action de terrain, sans possibilité de rencontrer des gens, très compliqué de rencontrer les élus. Et donc dans cette situation, finalement, l'outil juridique s'est avéré un super outil parce que on a pu travailler en fait le plaidoyer dans notre coin avec un petit groupe de travail, et on a pu quasiment tout monter sans avoir besoin pour l'instant d'aller chercher l'opinion publique. Et ça, finalement, ça s'est avéré être un bon choix stratégique parce que ça nous a surtout donné du temps. Et donc, je vous dirai pourquoi ça nous a donné du temps après. Du coup, les outils, c'est vraiment de bien calculer la temporalité et c'est d'être en veille constante. Plus on prend un projet tôt dans son histoire, en fait, et plus ça sera facile. On a vu quelques exemples hein, avec celui qui était porté par Cédric dans les commentaires. Finalement, nous, on a eu la chance de s'y prendre juste au bon moment pour se mettre dans les rails pour la partie juridique et bloquer le projet. Et un des éléments, par exemple, qui peut souvent donner un indice, nous, on a le cas, par exemple, pour d'autres types de projets sur lesquels on ne s'est pas opposé au départ, mais on se rend compte a posteriori qu'on aurait pu, c'est effectivement toutes les modifications de PLUI. Donc, il y a un certain nombre comme ça de choses qu'il faut observer dans la vie de la ville. Et un autre outil, en fait, qui est assez utile pour déceler ce genre de projet, c'est d'avoir des relais. Et donc, les relais, on peut les avoir en étant présent dans des conseils de quartier, puisque souvent la vie du quartier est discutée et les gens débattent des projets et eux, ils sont informés de ce qui se passe près de chez eux, par exemple. On a beaucoup d'informations qui nous remontent par ces biais-là. C'est d'être aussi en relation avec les élus
de l'opposition. Très souvent, les élus de la majorité sont plutôt complices des projets et les élus de l'opposition, eux, décèlent les projets relativement en amont et ils n'ont pas toujours les moyens d'agir et ils trouvent des alliés finalement dans des collectifs comme les nôtres et ils nous donnent beaucoup d'informations. Et ils nous pointent du doigt des choses et donc ça, c'est assez intéressant d'être en relation avec ces personnes-là. Voilà. Du coup, nous, pour arriver à la fin de la partie juridique, enfin la fin d'un épisode, en gros, on a monté le dossier, on avait commencé à lever un premier lot d'arguments grâce justement aux documents de la MRAE qu'on avait trouvé dans l'enquête publique. C'est ce qui nous avait permis d'identifier le problème. Et ensuite, on a donné toute cette matière à notre affaire à tous, qui nous a vachement aidé en fait, à identifier un certain nombre d'illégalités qu'il y avait dans les études d'impact et dans les permis de construire. Et du coup, on est allé en justice et on a gelé les permis. Donc, on a une première victoire. Les permis sont bloqués en fait, jusqu'à décembre prochain. Et le bâtisseur et la ville, la commune, ont l'obligation, en fait, d'ici cette date, de redéposer une étude d'impact légale, cette fois, et du coup, des nouveaux permis associés. Et donc, on va être en veille, on va regarder ça de près. Après, sur la partie politique, nous, on a très vite été attaqués par la mairie qui était à l'époque dans les locaux de la ville, qui nous a agressés très vite sur les réseaux sociaux. Et du coup, c'est un des endroits dans lesquels il faut aussi faire du plaidoyer. Et nous, on s'est souvent défendu en parlant au nom du collectif et en systématiquement sourçant en fait nos réponses. On s'est fait attaquer sur l'emploi, voilà, et on a sourcé nos réponses en démontrant que le 93 dans lequel on habite et dans lequel le projet se construit est d'une part le département dans lequel il y a le plus de grandes surfaces commerciales par habitant, mais c'est aussi le plus pauvre de France, celui où il y a le plus de chômage et les salaires les plus bas. Donc du coup, excusez-moi, je suis en conférence. Non, pas maintenant. Voilà, désolé. Et donc, en fait, on a aussi du coup des études qui prouvent que sur ce type de surface commerciale, on détruit de l'emploi local dans les petits commerces et on concurrence les autres centres commerciaux. Il faut voir que moi, j'ai des photos, par exemple, de panneaux publicitaires qui sont devant le centre commercial, qui font la promotion du centre commercial suivant qui est à 5 km. Donc, on voit bien que les zones de chalandise se recoupent et qu'évidemment, il y a une très grosse différence entre parler d'emploi net et parler d'emploi brut, ce que souvent les centres commerciaux se régalent à faire pour convaincre les élus. Voilà. Donc, du coup, sur les interlocuteurs, nous, on est très en relation à travers le pacte pour la transition pour faire appliquer ce pacte et montrer un petit peu justement les incohérences des élus. On est très présent aussi dans les réunions. En ce moment, justement, se débat à l'échelle de notre territoire le nouveau PLUI. Et donc, on ne manque pas une occasion de ramener cette question-là et de démontrer que le PLUI n'est pas au service de la population, puisqu'il s'apprête à valider, entériner ce type de projet en confortant les zones à densifier. On utilise les conseils locaux de développement durable, les conseils de quartier pour aussi venir aborder, ramener les sujets, montrer les problématiques. Par exemple, on se retrouve, nous, avec une mairie qui est capable à la fois de soutenir le projet de centre commercial, mais en même temps d'attaquer les pistes cyclables au nom des bouchons et de la pollution. Alors que les bouchons et la pollution sont quand même l'un des sujets les plus préoccupants pour les habitants, mais à aucun moment, ils arrivent à ouvrir, à faire les liens et à démontrer que il est pourtant le centre commercial qu'ils défendent va augmenter de 16% le trafic et donc toucher la chose qui impacte le plus les habitants. Donc, ils ont très, très fort pour cloisonner ces choses-là. Et donc, nous, on a dans notre travail de plaidoyer une grosse mission d'arriver à créer un imaginaire dans les esprits des gens, dans les esprits des élus, qui leur permettent de faire les ponts entre ces thématiques. Ils veulent régler les bouchons, mais ils ne peuvent pas en même temps faire un centre commercial qui augmente le trafic dans la zone. Voilà. Et donc, il faut arriver à faire ces liens. Et ça, c'est un travail qui est extrêmement compliqué. Et on parlait dans les commentaires de biais divers. On lutte vraiment contre des préjugés, des biais cognitifs. Et
moi, j'ai un exemple sur l'histoire du biais lié à l'effort. L'élu qui était en charge du projet, à court d'arguments dans les échanges, a fini par nous dire « Ouais, mais en fait, vous êtes en train de bloquer un projet. Moi, j'ai travaillé 6 ans dessus. » Voilà. Donc, on voit bien que ce biais-là, en fait, il est aussi très présent chez les élus et qu'il faut arriver à casser ce biais pour leur faire comprendre, leur montrer les choses qu'ils ont à perdre et qu'ils n'ont pas vues et qu'ils ne voient plus parce qu'ils ont des œillères. Et donc, ça, c'est une des choses qui est assez compliquée à faire. Je pense que c'est même la chose qui est la plus compliquée à faire, tant pour les élus que pour les habitants, puisqu'il y a souvent aussi des habitants qui défendent le projet, et parfois qui le défendent juste parce qu'ils veulent défendre la majorité de laquelle ils sont proches. Et donc il y a aussi des biais politiques qu'il faut surveiller, et, voilà, et auxquels il faut être attentif. Et puis on a aussi rencontré dans nos interlocuteurs le directeur du centre commercial, parce qu'on se rend compte que lui, il pilote le centre, qu'il n'a pas forcément des informations qui viennent de sa direction toujours sur le projet qu'ils sont en train de construire. Et donc, on l'oblige finalement à regarder de près en amont les plans qui sont faits et à faire des propositions en amont pour essayer d'orienter le projet. Alors évidemment, on ne va pas du tout être copains, je dirais, avec lui, puisque nos objectifs sont très différents, mais ce n'est pas très grave. L'idée, nous, du coup, c'est un débat aussi, c'est un débat très important qu'il faut avoir en interne dans le groupe, de savoir ce qu'on veut obtenir, sachant que, nous, par exemple, on voudrait obtenir une forêt urbaine. On n'obtiendra jamais une forêt urbaine. On obtiendra un centre commercial, une extension de centre commercial à la fin. Et ça, du coup, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui est envisageable à terme, une fois qu'ils seront rentrés dans les clous de la loi, et du coup, où est-ce qu'on peut faire que les choses aillent le plus loin possible, parce qu'on s'attend à perdre un jour. Et du coup, peut-être qu'on ne perdra jamais, mais en tout cas, on a une grosse discussion, nous, dans le collectif, de se mettre d'accord sur le fait qu'on peut perdre un jour, et du coup, de savoir quel est un petit peu le minimum qu'on tolérera à la défaite. Et ce minimum, il doit être le plus au-dessus possible de ce que le centre fera si on n'intervient pas. Voilà. Donc du coup, on amène tous les sujets connexes qu'on défend sur les îlots de chaleur, l'érosion de la biodiversité, les trames vertes, les problèmes d'imperméabilisation du sol, voilà. Et après, alors, il y a peut-être un petit point quand même qui est très important sur notre territoire, et après je rendrai la main pour les suivants, c'est que tous les projets ne se valent pas en termes je dirais, d'évidence de la lutte. Et nous, par exemple, à Rosny-sous-Bois, on a quand même un certain nombre de handicaps. On a un premier handicap, c'est qu'on a une population qui vit dans une cité dortoir et qui s'intéresse très peu à la vie politique. Tout ce qu'ils veulent, c'est le confort dans leur cocon. Ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe à l'extérieur. Limite, ils sortent les yeux braqués sur leurs chaussures pour ne pas voir. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on est dans des zones déjà très urbanisées. Et nous, il se trouve que notre centre, il va s'étendre sur une zone qui était anciennement un parking. Et donc, quelque part, il faut qu'on laisse entendre aussi que le mal était déjà fait avant et que le projet donne l'illusion de rendre le site beau, et donc c'est très attractif pour les gens, alors qu'en réalité, ils vont avoir beaucoup plus à perdre et qu'on pourrait avoir un projet beaucoup plus ambitieux. Les gens ne sont pas sidérés quand ils voient ce projet-là, parce qu'en fait, on leur montre l'avant et l'après, et chez nous, l'avant, c'est un parking, et l'après, c'est un beau bâtiment avec 10 arbres devant et une façade en bois. Et donc forcément, c'est difficile de lutter dans ce rapport d'image. Donc il faut arriver à faire construire un imaginaire dans lequel ils comprennent ce qu'ils pourraient avoir à la place et surtout ce qu'ils ont déjà perdu. C'est-à-dire que là, on est dans le cadre d'un îlot de chaleur et qu'on a potentiellement des vagues de plus de degrés qui peuvent arriver sur les quartiers environnants. Et ça, c'est quelque chose qui est invisible. Et donc, il faut arriver à construire quelque chose autour de cette invisibilité. Et ça, c'est pas simple. Et malheureusement, les projets les plus évidents ne sont pas forcément toujours les plus destructeurs. On a vu dans la présentation début que c'est l'accumulation de tous les projets qui fait
l'immensité du problème. Et dans cette accumulation de projets, il y en a une grande partie qui sont des projets qui ne sont pas sidérants et qui, du coup, s'ils ne trouvent pas des personnes pour aller regarder plus en détail ce qu'il y a à perdre ou à gagner, se réaliseront. Et du coup, on n'arrivera pas à arriver à une assiette stable à la fin. Voilà. Voilà, je pense que j'ai dit pas mal de choses. Et puis, Ouais, je ne sais merci pas si je Nicolas. fais un tour de questions tout de suite ou tout à la fin, mais voilà. Ouais, en tout cas, c'était hyper riche. Moi, en tout cas, j'avais une question. Alors, je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions. N'hésitez pas à mettre une étoile dans le chat ou à mettre votre question directement d'ailleurs. En fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Tu es passé peut-être un peu vite là-dessus, mais tu disais plus ou moins que finalement, en fait, les politiques avaient peut-être pas tous les détails du dossier et que en fait, on voulait forcer à regarder le dossier en face, à regarder les contradictions je sais pas, de certains choix qui auraient été faits par le promoteur, etc. Et en fait, ce passage-là, il se fait comment par des réunions, par des interpellations, voilà. Ouais, alors nous, déjà, on s'appuie sur le pacte, c'est-à-dire que déjà, on a chiffré des choses dans le pacte et que notre maire a signé ce pacte pendant la campagne. Le maire, en fait, nous, on a eu un changement de maire. On a un maire qui était de sa majorité, qui est un dissident et qui a gagné la mairie, et qui a gagné la mairie sur l'axe « on va stopper l'urbanisation massive ». Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, on s'est dit, là, on a une carte à jouer. Alors, assez vite, on a eu le revers de la médaille, c'est que nous, on donne rendez-vous au maire en se basant sur ce point-là, en lui expliquant que du coup, on est contre le projet, en lui demandant d'essayer de porter avec nous un projet plus ambitieux. Il faut se dire que quand on arrive au rendez-vous, on a affaire souvent à des gens qui connaissent très mal le dossier. C'est du coup, nous, par exemple, plus ceux qui ont porté le dossier à l'origine. Et en fait, on se rend compte que quand il faut s'opposer à un projet publiquement, notre maire l'a fait en exprimant même sur LCI qu'il était pour un projet plus vert. Quand il s'agit vraiment de commencer à travailler pour essayer de faire des propositions, là, il n'y a plus personne. Donc, il faut se dire que souvent, quand ce n'est pas dans leur intérêt, que ce n'est pas dans leurs objectifs, que ce n'était pas dans leur plan de campagne et qu'ils n'ont pas été vraiment élus sur ce genre de détails, ils vont pas vouloir travailler dessus parce qu'ils sont feignants, parce qu'ils ne savent pas, ou parce qu'ils pourraient se mettre à dos une partie de leurs électeurs. Et il se trouve que dans le pool d'électeurs, il y a quand même beaucoup de gens qui sont partisans du centre commercial parce que tout ce qu'ils voient, c'est que ça crée de l'emploi, ils ne regardent pas le reste. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on s'est rendu compte à travers ces entretiens, en les faisant parler, parce que c'est bien de parler pendant les entretiens, d'avoir plein de questions, mais il faut toujours préparer des temps pour essayer de leur faire dire des choses. Alors nous, on a affaire à une équipe qui est assez mutique, en fait, et qui parle très peu. C'était le cas contraire avec l'ancien maire, mais là, ils parlent très peu. Et donc, il faut arriver à leur soutirer des informations. Et dans les informations qu'on leur a soutirées, on s'est rendu compte que, en fait, ils sont en discussion constante avec le promoteur. Donc, quand nous, on les voit une fois tous les 3 ou 4 mois, parce qu'on n'arrive pas à avoir plus de rendez-vous, ils rencontrent le promoteur probablement 3 fois entre les deux. Et donc, le promoteur, lui, il fait un travail de lobby dans l'autre sens. Et donc, il réaffirme l'emploi, il réaffirme ses études, il réaffirme les choses. Et donc, on a souvent le côté David contre Goliath. Là, on le ressent particulièrement, en fait. Voilà. Et après, du coup, les outils, c'est l'opinion publique. C'est que on essaye autant que possible, quand il y en a une occasion, d'amener le sujet dans le débat et faire exprimer les gens pour montrer qu'il y a une opposition au projet, de façon à ce que petit à petit, les élus se rendent compte que finalement, en faisant ce projet, ils ne sont pas que des copains, y compris parfois dans leurs électeurs. Voilà. Merci beaucoup Nicolas pour les précisions et peut-être s'il y a des questions qui viennent, on y reviendra et tout, mais c'est hyper intéressant. Et, ouais, et la question est revenue plusieurs fois, mais le webinaire est bien enregistré, il sera dispo. Et du coup, je pense qu'il y a eu 1000 situations plaidoyer à différentes échelles sur la lutte Rony. Et ouais, c'est un super cas d'étude. Merci beaucoup d'avoir partagé ça. Et du coup, je vais passer la parole à Catherine et Pascal. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je ne vous trouve plus dans la liste des participants. Ah, si vous êtes là. Est-ce que c'est bon pour vous, le micro, la vidéo? Ouais, trop chouette. Pour que vous nous parliez un petit peu
Et la vidéo aussi, vous arrivez à la mettre ou vous voulez mettre pas? On va mettre la vidéo aussi. C'est comme vous voulez. Voilà. Et Alexis, il est toujours là? Alexis, es-tu là? Oui, il est là. Alors, il a mis sa vidéo, mais il n'a pas son micro. Ah si, c'est bon. Mon micro aussi, mais je laisse Catherine et puis Pascal commencer. S'ils avaient besoin de support, je viendrai en support. D'accord. Ok, super. Bonsoir. Voilà, alors nous c'est un projet qui a commencé en 2015 dans le plus grand secret et qui a été découvert en janvier 2016 par la population, donc un projet de centre d'enfouissement d'ordures ménagères et de terres amiantifères dans un méandre du fleuve Tavignane, qui est le deuxième fleuve de Corse, et en plus dans une zone qui s'est toujours effondrée, quoi, ce qui est, bon, ça nous a paru complètement fou quand on a appris ce projet, parce que c'est un endroit où il y a toujours eu des gros éboulements de terrain, où il a fallu faire passer la route de l'autre côté du fleuve, enfin vraiment un endroit, le dernier endroit où on pouvait imaginer un tel projet. Et donc, quand le projet est sorti en janvier 2016, on était à 1 mois de l'enquête publique. Les mairies avaient été amenées voir un projet semblable en Normandie. Enfin, tout était prêt. Et il y a eu une grosse opposition du jour au lendemain. Quand la population a appris ce projet, il y a eu une réunion publique avec énormément de monde et vraiment une tollée générale. Et donc, en février, quand l'enquête publique a commencé, il y a eu une très, très forte participation de la population. Donc, des oppositions. Il y a eu des oppositions de syndicats agricoles, des oppositions de scientifiques. Enfin, tellement d'oppositions que l'enquêtrice publique a émis un avis défavorable et le préfet a refusé le projet en novembre 2016. Donc, on pensait que ça allait être enterré, et pas du tout. Au bout de 2 mois, les porteurs de projets ont attaqué la décision du préfet en disant qu'il ne l'avait pas suffisamment motivé. Et donc, de là, c'est passé en justice. Donc, ça a pris quand même pas mal de temps. Ça a été jugé en septembre 2019. Et contre toute attente, ils ont gagné. Enfin, les porteurs de projets ont gagné. Et le projet a donc été autorisé, moyennant des prescriptions. Voilà, donc bon, il faut dire que la préfecture n'avait pas tellement développé d'arguments pour défendre la position du préfet de 2016. Voilà. Donc, de là, nous, on a fait appel. On a été rejoint en appel par justement la collectivité de Corse, donc les élus de Corse, qui ont fait aussi un mémoire, et par une grosse association environnementale qui s'appelle Oulevante, qui gagne beaucoup de batailles en Corse contre des constructions illégales. Et on a perdu en appel. Bon, chaque fois, le rapporteur public mettait en avant le besoin de centres d'enfouissement parce qu'il y a une crise des déchets récurrente en Corse. Et donc, voilà, chaque fois, on nous opposait que ce projet était nécessaire. Voilà, mais bon, nous, on a toujours essayé de contacter les élus, les préfets, pour dire que ce projet, c'était la porte ouverte à d'énormes problèmes sanitaires, puisque il y a des eaux souterraines, il y a des effondrements, et que tout ce qui vont enfouir va finir dans le fleuve, et que 2 kilomètres en contrebas, il y a toutes les prises d'eau potable et d'eau d'irrigation pour toutes les terres agricoles de la région. Et puis, bon voilà, même rien que la présence de ce centre d'enfouissement, ça remet en question toutes les AOP, les IGP qu'on réussit à obtenir, en particulier les agrumiculteurs du coin. Voilà, donc, voilà. Mais bon, on a perdu en appel, on est allé en cassation au Conseil d'État,
Et on a encore perdu au Conseil d'État, malgré le mémoire des élus de Corse qui se prononçaient contre le projet. Et voilà. Et donc, le projet est autorisé, moyennant des prescriptions émises par la préfecture. Et le préfet, qui a pris conscience de la dangerosité du lieu et du site, a émis des prescriptions très restrictives qui obligent les porteurs de projets à faire encore des études. Et donc, ils les ont attaqués. Et pour l'instant, on attend le jugement des prescriptions. Voilà. Et je me demandais si vous pouviez nous parler un petit peu aussi de ce qui s'était passé autour de la déclaration des droits du Tavignan, où du coup il y a des… Oui, alors Pascal prend la suite pour vous en parler. Oui, mais la déclaration des droits du Tavignan, on était encore en attente donc, du jugement de 2019, mais on savait que c'était assez mal engagé. Et on a rencontré Valérie Cabanès, qui était venue faire une conférence sur les droits de la nature à un lieu de conférence où on va assez régulièrement, qui est en Corse, donc au parc Galéa. Et quand on a entendu ce dont elle parlait justement sur la défense des droits de la nature, on s'est dit qu'on était dans ce cas de figure, c'est-à-dire voilà, la protection, éventuellement une personnalité juridique, tout ce qui se met plus ou moins en place en ce moment, dont on parle beaucoup. Donc, on a pris contact avec elle. Elle nous a orientés vers notre affaire à tous. Et c'est avec eux, et c'est pareil, on peut vraiment les remercier, qu'on a travaillé à l'élaboration de cette déclaration des droits du Tavignan. Donc, cette déclaration, elle a été publiée en juillet 2021. C'est assez récent. Elle a été mise en ligne. Elle a recueilli au départ… Non, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que Valérie Cabanès, au parc Galéa, avait rencontré des élus de Corse, en particulier un député qui est très investi dans la défense des droits de la nature, qui s'appelle Paul-André Colombagne. Et elle avait rencontré un groupe d'élus corses suite à sa conférence. Donc, il y avait déjà des gens qui avaient travaillé, qui étaient sensibles à cette défense des droits de la nature en Corse. Et il y avait déjà des contacts assez importants. Donc, cette déclaration a recueilli dès le départ, il y a eu notre signature et la signature de 2 autres associations qui sont Oumagne et Terre de Liens Corsica. Mais il y a aussi les premiers signataires. Parmi les premiers signataires, il y a deux députés corses, 2 députés européens et quelques citoyens. Notre affaire, Marine Izquierdo, de notre affaire à tous, Marie Toussaint, enfin, il y a un soutien politique déjà quand même assez important. Donc, ensuite, là, je sais, je me perds un peu dans les dates, mais on est allé présenter donc, cette déclaration à Marseille, au congrès de l'UICN. Il y a tout un certain nombre de mairies, de maires, de personnalités, pas seulement corse, mais justement sur le continent, qui soutiennent cette démarche. Et ensuite, en Corse, on a obtenu la signature de différentes mairies, pas très nombreuses, il faut bien le dire, une vingtaine de mairies, puis la signature de la mairie de Bastia. Et enfin, en décembre 2021, une motion reconnaissant des droits au fleuve Tavignan a été adoptée par l'Assemblée de Corse, ce qui est quand même très, 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 très important. Et presque à l'unanimité. Et presque, enfin, à l'unanimité, oui. Et voilà, on en est là. On essaie de faire vivre cette déclaration. Pour l'instant, on le sait qu'elle est symbolique, mais elle a quand même une valeur certaine. On essaie d'élargir le soutien des élus. C'est pas toujours facile. Beaucoup nous renvoient au risque que ça peut représenter de s'engager parce qu'on ne sait pas justement à quoi on s'engage. Voilà, il y a tout un travail maintenant pour faire vivre cette déclaration. On s'y emploie. Alors, je veux bien reprendre un peu le relais. Vas-y. Donc, dans l'état actuel des choses, vous avez eu
l'historique et la dichotomie des différentes opérations qui ont été menées. Et là, je rejoins ce qui a été dit précédemment dans le webinaire, et notamment, comment dirais-je, rencontrer, discuter, convaincre, de façon à pouvoir emmener avec nous des élus. Il faut un débat contradictoire. Il faut d'une part les rassurer, parce que certains sont inquiets quant à poser une signature sur une démarche telle que les droits du fleuve. D'autres ne sont pas forcément informés, d'autres pêchent aussi par laxisme, j'ai envie de dire. Bien. Sachant que nous sommes dans un contexte politique corse qui est particulier, on n'a rien à voir avec le contexte national. Mais en tout état de cause, c'est à travers ce que vous appelez depuis le début des plaidoyers que l'on pourra fédérer à nouveau des gens autour de cette déclaration des droits du fleuve. C'est donc la première déclaration aboutie en France, qui date du 29 juillet dernier. Nous, ça nous a permis également d'engager un rapport de force, si je puis dire, un peu plus élargi. Jusqu'à présent, notre combat, il était local, régional, mais on n'en avait pas entendu parler au fin fond de la France, si je puis dire, voire même de l'Europe, et on a quelques signatures qui émanent de par ailleurs dans le monde. Donc, ça crée quelque part une émulation, ça crée quelque part également une caisse de résonance, ça crée quelque part une crédibilité que l'on gagne, nous, collectifs, qui permet de nous faire entendre d'une autre oreille, pardon. Pascal, Catherine le disait précédemment, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le projet aujourd'hui, il est autorisé. Donc, si le porteur de projet respecte les contraintes techniques édictées par les prescriptions, il peut commencer les travaux demain. Voilà où nous en sommes. Donc, ça veut dire que tout rapport que l'on peut avoir avec le politique, parce que le politique a le pouvoir d'arrêter ce projet-là, est important et, je dirais, est essentiel. Parce que la justice, elle a joué son rôle. Ça y est, la justice a jugé. Elle nous a permis de lutter 6 ans, c'est ça, Catherine 6 ans et demi. 6 ans et demi. Voilà. Le délai que l'on a eu jusqu'à présent, c'est grâce aux différents recours en justice que nous avons eus. Donc voilà, nous en sommes aujourd'hui et on aura besoin dans les jours à venir, dans les mois à venir, de continuer à travailler d'une part l'opinion publique, si je puis dire, mais d'autre part les décideurs, qu'ils soient politiques, qu'ils soient privés aussi, parce que tout à l'heure, dans les conversations, on parlait de lobbying autour de ce type de projet, et particulièrement en Corse, il y a bien entendu du lobbying, et ce lobbying peut avoir des tendances que je nommerais mafieuses. C'est éminemment compliqué, les histoires de comment dirais-je, de traitement des ordures, où que ce soit, mais particulièrement chez nous. Et dans la volumétrie que l'on a annoncée tout à l'heure, il faut savoir que c'est un projet qui est autorisé pour 30 ans, c'est-à-dire qu'on engage presque 2 générations jusqu'à la fin de l'enfouissement du dernier sac poubelle. Donc, ça représente plus de 2 millions de tonnes d'ordures ménagères. Et à côté de cela, on engage également à peu près 2 millions de tonnes de terres amiantifères sur également pratiquement une génération sur 15 ans. Donc, c'est vraiment des gros projets. C'est extrêmement important, très intrusif, très dangereux. Et puis, les conséquences quant à la pollution dureront bien après les 30 années à laquelle le centre sera fermé s'il se faisait. C'était fini, Alexis, pardon, j'allais reposer une question, mais vas-y, finis si tu veux d'abord, pardon. Non, pose la question, je t'en prie. Non, mais c'était plus une question du coup sur la manière dont ça a été reçu, justement, cette adoption par l'Assemblée de Corse. Est-ce que vous avez vu un basculement dans l'opinion publique? Est-ce qu'il y a des personnes qui se sont mis à en parler plus? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Ça a été un accélérateur, je dirais, bien qu'on manque encore de prise de position politique au niveau des mairies locales. Mais dès que la collectivité de Corse a adopté cette motion, on a vu derrière cela
un certain nombre de municipalités qui ont derrière pris des délibérations. Donc, ça a servi un petit peu de locomotive. Et c'est important, ce genre de choses. L'opinion publique, nous sommes assez, j'allais dire, déçus quant à la jeunesse. Très peu de jeunes sur cette affaire-là. Et on a eu récemment, c'était la semaine dernière, l'occasion de rencontrer sur le site, sur le campus de l'Université de Corté, et c'était un sujet, il y avait Pascal, Catherine et moi-même, c'est un sujet qu'on a évoqué, c'était lors d'une interview pour une radio qui est très orientée étudiant. Et la question à laquelle que nous posions, c'est pourquoi nous n'avons pas plus de jeunes autour de nous, parce que c'est leur avenir, hein, c'est eux qui prendront des positions, qu'elles soient entrepreneuriales, qu'elles soient politiques, enfin bref, c'est eux qui décideront dans les années à venir du sort de la Corse. Eh bien, ça, c'est un petit peu décevant, parce qu'on ne les voit pas bouger beaucoup, pas suffisamment. Merci beaucoup, Alexis. Merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup, Catherine. Je ne sais pas s'il y a des questions sur cette innovation. Et évidemment, peut-être vous pouvez nous remettre le site et là où on peut trouver la déclaration dans le chat. Ça pourrait être super précieux pour tout le monde, je pense, parce que c'est quand même… Ah oui, si vous voulez la signer. On plafonne à presque 4000 signatures, mais là… C'est quand même ouais, assez impressionnant comme exemple de plaidoyer qui a pas mal abouti quand même, en tout cas qui a fait des choses assez incroyables. Je ne sais pas si des personnes avaient des questions en particulier, mais sinon, je vois qu'on a encore une fois malheureusement bien dépassé notre horaire. Mais n'hésitez pas et peut-être, oui, oui, bon courage pour votre mobilisation et on va sûrement bientôt faire un webinaire aussi sur les actions et ça peut être une manière de pallier aussi, peut-être, de reprendre la main après le plaidoyer quand ça ne marche plus et d'être dans une démarche proactive. Il reste encore 1 ou 2 minutes. Enfin, carrément. Et ben, merci beaucoup en tout cas à toutes et à tous d'être venus et d'être restés ce soir nous écouter. On va pouvoir se quitter notamment pour aller dîner si certains et certaines ne l'ont pas déjà fait en nous écoutant. Et un grand merci aussi à Silène pour son intervention et qui était précieuse. Et on vous mettra évidemment le plaidoyer avec cette checklist qui me semble hyper importante à avoir sous la main quand on débute, en tout cas, qu'on n'a jamais trop envisagé le plaidoyer comme quelque chose de parfois méthodique. Et Zoé qui a dû filer, elle s'excuse. Merci aussi à elle, évidemment. Et merci à vous. Au revoir, une bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.